Bonjour à tous et à toutes à ce webinaire dédié à l'organisation des équipes et à la définition du socle technique d'une Digital Factory. Avec Fabien et Laurent, on est ravis de vous accueillir durant cette heure pour parler de ce sujet. En décembre dernier, on avait organisé un premier webinaire sur la mise en place d'une Digital Factory. On a eu des bons retours suite à ce dernier et donc on a décidé de poursuivre l'expérience et cette fois-ci de vous parler des aspects, d'aspects organisationnels et du socle technique. Voilà, c'est à peu près tout. Donc le sommaire est le suivant, hein. Il va y avoir 3 points. Le premier sur l'organisation, les valeurs et le rôle l'un des rôles que l'on considère pivot au sein d'une Digital Factory, à savoir le Digital Program Manager. Le deuxième, c'est sur le socle technique et l'architecture. Donc, on va vraiment avoir des précisions sur l'architecture et le rôle du cloud dans tout ça. Et enfin, le dernier point, c'est sur des questions de gouvernance et d'outillage qui, comme on le sait, sont assez fondamentales sur tout ce qui est day-to-day. Et donc, je me présente, Ali Bokar Cissé, Technical Officer chez Selensa. Je m'occupe, en plus d'aller en mission, principalement d'encadrer tout ce qui est pratique de développement au sein de Selensa. Et je passe la parole à mon collègue, Laurent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Yin, Principal Digital Advisor chez Selensa et j'interviens notamment sur les sujets autour des architectures et autour de la transformation. Et bonjour, Fabien, troisième personne pour animer ce webinaire aujourd'hui, enchanté. Donc Fabien Méda, Microsoft, en charge du développement de marché pour la partie Azure, enchanté. Merci à vous. Et donc, on va attaquer notre premier point sans transition, l'organisation. Alors, c'est un sujet dont on peut parler pendant très, très longtemps, où il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on a choisi pour ce webinaire de se concentrer d'abord sur des valeurs. Et la première valeur qu'on a souhaité aborder, c'est celle du Customer First. Il y a 4 points qu'on juge essentiels pour porter cette valeur correctement. C'est le focus des sujets par rapport aux usages de nos consommateurs ou clients. C'est vraiment aussi d'avoir une loupe, une boucle de feedback efficiente et pertinente entre toujours vos consommateurs, clients et votre Digital Factory. C'est aussi, de par cette valeur, qu'on permet de vraiment se mettre en position d'aller de plus en plus vite, pas parce on a de plus en plus de gens au sein de sa Digital Factory, en tout cas pas seulement, mais aussi et surtout parce qu'on a un focus qui est de plus en plus pertinent par rapport aux usages et donc aux besoins de ceux qui utilisent ce que l'on produit. Et enfin, ça permet aussi de rentrer très vite dans une logique d'optimisation des coûts parce qu'on sait très vite ce à quoi ce que l'on produit nous sert. Alors, ça semble un peu tiré par les cheveux, mais il faut savoir que dans une Digital Factory, comme dans toute organisation, il peut se passer de nombreuses choses. Il peut y avoir énormément d'initiatives en parallèle. Et donc, au bout d'un moment, ça peut être compliqué de comprendre que ce qui était pertinent il y a 6 mois, 8 mois pour vos clients ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et donc, cette valeur du Customer First est là pour encadrer ce point. La deuxième valeur dont on souhaite parler, c'est celle de l'excellence opérationnelle, donc qui est un point qui est très, très connu des pratiquants du cloud. C'est au travers de cette valeur qu'on va avoir le pilier qui va nous permettre de toujours avoir le bon niveau de confiance de la part de nos consommateurs. Et donc, il y a 3 points qu'on juge essentiels dessus.
C'est se poser la question de la qualité de service minimale attendue et se la poser le plus tôt possible. C'est aussi de faire évoluer cette qualité de service de façon réaliste. Donc, penser au SLA, penser à la dispo, penser à ce qu'on veut mettre en place et aux effets concrets que ça aura sur nos usagers. Et enfin, c'est aussi de définir des processus qui prennent toujours en compte ce qui se passe sur le terrain, ou ce qu'on appelle plus communément l'opérationnel. La dernière valeur directrice, c'est l'autonomie, et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir faire face à des sujets de plus en plus nombreux et souvent de plus en plus complexes. Elle est portée, cette valeur, par des équipes pluridisciplinaires, parce que quand on a toutes les compétences au même endroit, on est généralement capable de prendre des décisions plus larges. Des équipes aussi qui sont capables de par toujours cette pluridisciplinarité, de s'engager pleinement sur ces sujets, parce qu'elles sont indépendantes, elles sont expertes sur ces sujets. Et aussi, ça permet de faciliter l'adhésion des équipes au projet commun de la Digital Factory, car elle est amène à vraiment, ces équipes sont vraiment amènes à vraiment comprendre l'intégralité de l'enjeu de ce qui est demandé. Et donc, on en arrive au rôle du Digital Program Manager, qui est le rôle qui va vraiment consister à déployer et à maintenir ces organisations. Et il le fait notamment en gérant une feuille de route globale. Sur cette feuille de route, il est important de rappeler qu'une feuille de route, c'est intéressant, c'est pertinent lorsque l'on a plusieurs routes dessus, parce que sinon, ce n'est pas vraiment une feuille de route. C'est lui aussi qui va déterminer les prérequis et les besoins de sa Digital Factory. Donc, ça veut dire comprendre le business et comprendre les services et comprendre les enjeux. Et c'est également au travers de ce rôle qu'on va pouvoir gérer les imprévus qui arriveront. Ça fait partie de la vie d'une Digital Factory comme de la vie de toute organisation. Et c'est au travers de ce rôle-là qu'on va pouvoir rapidement prendre les décisions pour faire face à ces imprévus. Et donc, il y a vraiment deux axes essentiels qui va permettre au rôle de Digital Program Manager d'assurer cette fonction. C'est bien sûr d'examiner et de mesurer la performance de ces équipes, mais c'est aussi, et j'insiste énormément là-dessus, d'arbitrer l'intégration des projets que la Digital Factory choisit de réaliser ou non. C'est vraiment un levier qui est très, très important et qui permet de continuer à faire grandir sa Digital Factory en évitant la surcharge et les catastrophes. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je te passe la main, Laurent. Alors effectivement, on va parler du socle technique maintenant, avec l'architecture. Donc, pour démarrer, quelques notions de time to market. Donc, Fabien, je te laisse prendre la main sur le sujet. Effectivement, merci Ali, merci Laurent. Donc en effet, le sujet time to market est très important au sein de la Digital Factory, puisque c'est quelque part une usine à produire des services numériques, je dirais. Et donc, pour qu'elle soit efficace et qu'elle prouve réellement son retour sur investissement, l'idée est de pouvoir répondre rapidement aux besoins des clients, que ce soit des clients développeurs pour réutiliser les socles numériques ou des clients un petit peu plus finaux, utilisateurs finaux, line of business, product owner, donc potentiellement à l'extérieur de cette Digital Factory. Donc, on a bien effectivement une thématique et on le verra en termes d'organisation et de technologie, comment mettre en place un socle qui va nous permettre d'industrialiser et donc rapidement de pouvoir produire, de pouvoir fournir des services numériques dans un certain cadre. On verra dans quelques minutes qu'effectivement, il ne faut pas le faire n'importe comment, mais des cadres de disponibilité, de sécurité sont notamment très importants à prendre en compte.
Et puis, la multiplicité des services numériques qui vont être proposés par la Digital Factory nécessite aussi d'avoir une bonne visibilité, à la fois dans le cycle de développement, dans la mise à disposition de ces différents services numériques pour les consommateurs. Donc, un enjeu également important au sein de cette Digital Factory, c'est d'apporter ce bon niveau de visibilité pour consommer et suivre dans le temps l'utilisation de ces différents services numériques. Alors, effectivement, on associe souvent à cette notion de Digital Factory la notion de cloud comme brique technologique pour fournir ces services numériques. Alors, ce n'est pas une obligation, hein, technologiquement, fournir des services numériques et développer au sein d'une Digital Factory peut être très possible sur une infrastructure dite on-premise. Mais ce que je voulais vous présenter ici, c'est effectivement les avantages du cloud et le fait que ce cloud, bien et intelligemment consommé, va fournir un certain nombre de valeurs qui sont vraies dans l'absolu, mais qui sont d'autant plus vraies au sein d'une Digital Factory. Alors, la première thématique, c'est de pouvoir se concentrer réellement sur la valeur. Je crois que Laurent, tu y reviendras dans des briques logicielles tout à l'heure, mais on parlera notamment de services de type PaaS, Platform as a Service, qui permettent effectivement aux développeurs de se concentrer réellement sur la valeur, d'aller chercher un service de données, un service d'intelligence artificielle, un service logiciel, et réellement de pouvoir rapidement produire de l'intelligence. Deuxièmement, la disponibilité d'un grand nombre de services au sein du cloud public notamment, qui vont permettre là aussi aux développeurs d'aller chercher la bonne brique à valeur et de pouvoir rapidement compléter ce développement ou l'embarquer dans un développement plus complet et donc de fournir une richesse importante dans les services et dans l'utilisation qu'on va en avoir. L'autre avantage du cloud, c'est de pouvoir répondre instantanément et rapidement aux besoins, que ce soit sur le fait de provisionner, d'aller chercher plus de ressources. On parlera d'élasticité du cloud, permettant quasiment instantanément d'aller provisionner de nouveaux services, de nouvelles ressources dans le cloud, et donc de pouvoir répondre soit à un nouveau projet, soit au cours d'un projet, lorsqu'un service est ensuite développé et mis à disposition, et bien la possibilité d'aller pouvoir fournir plus de ressources et donc de fournir un service à plus d'utilisateurs en même temps. Autre thématique importante dans cet environnement de la Digital Factory, c'est la capacité d'automatiser quasiment tous les cycles de vie de mon service numérique, que ce soit pendant les phases de développement, pendant les phases de test, pendant les phases de mise en production ou ensuite au cours de la vie de ce service numérique. Donc la notion d'automatisation est native dans le cloud public et bien pensée dès le début va réellement permettre de mettre à disposition ces services. Et puis dernière partie, la capacité effectivement de pouvoir aller sur une échelle importante en termes de mise à disposition des services, mais de garder et de respecter un certain nombre de règles de conformité, de sécurité, d'identité. On en parlera technologiquement un petit peu plus tard dans ce webinaire, mais important de dire il ne faut pas que la notion de rapidité de time to market vienne réduire des fondements importants tels que la sécurité ou la conformité. Et ça aussi, bien piloté et bien réfléchi, le cloud public est un réel atout pour réfléchir à ça et pour monter cette Digital Factory. Et donc, d'un point de vue un petit peu technologique, en introduction à ta partie, Laurent, où tu vas rentrer dans le détail d'un certain nombre de ces sujets, on a souvent l'habitude de parler d'une landing zone qui est, si vous voulez, la capacité de pouvoir réfléchir de manière commune avec l'IT, avec d'autres projets exploitant, par exemple, le même cloud public, la capacité de pouvoir réfléchir de manière unifiée et d'implémenter des bonnes règles en termes de connectivité réseau, en termes de sécurité, en termes de gestion de l'identité, ou de manière un petit peu plus globale, de mettre en place la bonne gouvernance ou la bonne gestion des coûts sur les différents services numériques qui vont être produits. Et là, ce qu'on cherche à garantir, c'est de respecter un certain nombre de règles de sécurité, de disponibilité, de localisation des données, de convention de nommage, de bonnes pratiques au sens large du terme, qui a pu être définie au sein de l'organisation, au sein de l'entité ou au sein de la Digital Factory, et faire en sorte que ces développements logiciels peuvent être à la fois rapides en termes de mise à disposition, mais bien respecter un cadre technologique, un cadre de gouvernance qui a été fixé plus globalement au sein de l'organisation. Donc très important, beaucoup de documentation, je vous en partagerai un petit peu plus tard
dans le chat autour de cet environnement. Et puis, pour terminer, on parlait de cette notion d'automatisation. Eh bien, élément très important également pour éviter toute faute humaine, pour accélérer ces développements, ces mises en production, eh bien, la notion de gouvernance et d'automatisation dans la chaîne de production au sens large du terme, chaîne de développement ou chaîne d'opération. On parlera de GitOps ici si on parle un petit peu moins de développement, mais plus de gestion de l'infrastructure, qui est la capacité d'automatiser toute la chaîne de production en y intégrant la sécurité, ce qui garantit effectivement une conformité tout en ayant un time to market très intéressant. Voilà pour cette introduction autour de la landing zone, et je crois que Laurent, tu as prévu dans cette deuxième partie de pointer du doigt quelques éléments technologiques de manière un peu plus précise. Je te laisse la parole. Tout à fait, merci Fabien. Vous l'aurez compris, pour valoriser la Digital Factory au sein de votre organisation, vous devez vous doter d'un socle technique qui est capable de justement mettre en avant les projets à grande échelle. Alors, pour ce faire, les notions autour des aspects de réseau sont importants et l'architecture de prédilection est le hub and spoke. Si vous regardez sur le schéma de droite, on a une structure en étoile avec le hub en son centre. Et tout autour, chaque spoke sera connecté au hub. Au niveau des spokes, vous allez déployer les ressources concernant les projets de votre Digital Factory. Et dans cette configuration-là, toutes les ressources vont pouvoir dialoguer entre elles, notamment à travers le hub. Cela présente des avantages, puisque au niveau des spokes, on va limiter l'implémentation de connectivité, de connexion réseau. Et en plus de cela, lorsque les ressources voudront accéder, s'interfacer avec des applications plus traditionnelles, il suffira de créer un lien réseau entre le hub et le réseau à demeure. Autre avantage, on dispose de l'évolutivité à travers l'architecture en hub and spoke. Lorsqu'il faudra rajouter un projet, on pourra créer un nouveau spoke sans avoir à impacter les autres ressources au niveau des autres projets. En plus de cela, on pourra appliquer une sécurité à un niveau global en utilisant le hub. Par exemple, sur Azure, on peut avoir ce type d'architecture. Vous pouvez voir au centre de ce schéma le Virtual Network pour le hub. On y déploie des composants de sécurité comme un Azure Firewall. On peut y appliquer des règles de routage, des Network Security Group. Et ensuite, vous pouvez valoriser des services comme Azure Bastion afin d'effectuer la connectivité entre le hub et les différents SPOC. On pourra de cette façon-là opérer les ressources qui sont déployées au niveau des SPOC, au niveau des machines virtuelles. En bas du hub, vous pouvez voir une gateway qui va réaliser le rôle de passerelle entre le hub et le réseau à demeure. Et cela va permettre à la Digital Factory d'être bien connecté au réseau traditionnel. Alors, côté applicatif, vous allez sans doute développer des API au sein de votre Digital Factory. Les API vont en effet vous permettre de mettre à disposition des services, ça va être de la donnée, des opérations, à tout type de clients. Les clients possibles sont des applications mobiles, des applications web. Ça peut être des applications standards qui se trouvent on-premise. On peut avoir une très grande diversité d'applications. En ce sens, on voit que les API ont un rôle très important, critique, et leur nombre va s'accroître dans votre Digital Factory. Il est donc nécessaire de disposer d'une stratégie où on va pouvoir se projeter sur une architecture qui est centrée autour des API. Pour ce faire, dans votre socle technique, vous pouvez valoriser un composant qui est l'API Management. Il s'agit d'un middleware qui va vous permettre d'exposer des API de façon sécurisée sur la Digital Factory. Et de cette façon-là, vous allez avoir à votre disposition une sorte de hub qui va répertorier la liste des API. Cela va pouvoir servir de documentation à travers un portail développeur afin de favoriser l'innovation. En plus de cela, vous pourrez appliquer des règles spécifiques, par exemple des quotas pour limiter le nombre d'appels sur vos API en fonction des consommateurs.
Vous allez profiter de cette initiative pour urbaniser le système d'information, converger en termes de pratique autour des API. Ça va se faire, par exemple, au niveau de la conception, où vous allez pouvoir réfléchir sur les différentes règles de dommage, les modèles de données, mettre en application les bonnes pratiques autour du reste. En plus de cela, vous allez pouvoir améliorer le processus de développement, de déploiement de vos API, tout en tenant compte de la sécurité avec l'authentification et l'autorisation au niveau des API. À travers l'API Management, vous allez également pouvoir suivre l'usage de toutes vos API à un niveau global, et cela va permettre d'identifier des axes d'innovation, notamment en favorisant, par exemple, les API qui sont populaires, en investissant davantage de ressources pour les enrichir. Toujours pour construire des solutions, comme l'a très bien mentionné Fabien, vous allez profiter des avantages du PaaS sur le cloud. Pour construire des solutions, il va toujours vous falloir des applications web, des espaces de stockage pour vos médias, pour vos fichiers, pour vos vidéos. Il va falloir des systèmes de gestion de bases de données en SQL, des espaces de stockage en NoSQL. Et vous allez devoir compléter tout ça avec de la sécurité, comme un firewall applicatif ou de la supervision, avec une collecte de logs et une gestion de secrets. Pour assurer ces fonctionnalités-là, vous allez devoir identifier au niveau du cloud des composants et notamment leur configuration, puisqu'il faut s'assurer que ces configurations permettent de réaliser les différents cas d'usage et notamment assurer les exigences en termes de sécurité et de supervision. Ça ne sert à rien de déployer des composants s'il n'est pas possible de les faire superviser par vos équipes. Et c'est en ce sens où il faut valoriser la construction de templates de déploiement, de policies. Ces templates pourront être mutualisés et vous profiterez de l'infrastructure as code disponible sur le cloud pour accélérer votre time to market sur vos projets. On va pouvoir également utiliser le socle technique de la Digital Factory pour se projeter dans des technologies qui sont plus spécifiques. Un des sujets qui est à la mode en ce moment, ce sont les containers. Effectivement, ils présentent des avantages indéniables en termes de déploiement et en termes d'installation. En revanche, il ne faut pas négliger les tâches de maintenance qui y sont associées. Il va falloir vérifier justement la gestion des images de conteneurs, pouvoir gérer une plateforme de containerisation, et c'est un sujet important à étudier au niveau de votre Digital Factory. En parallèle, on aura toujours des flux entre les applications. Ces flux-là vont se multiplier puisqu'il va falloir s'interfacer avec davantage de partenaires pour justement créer des solutions toujours plus riches. En ce sens, vous devrez réfléchir à la notion d'IPaaS, d'Integration Platform as a Service, pour profiter des composants disponibles sur le cloud pour valoriser l'intégration, les sujets d'intégration au sein de votre Digital Factory, tout en mettant en avant les avantages des architectures serverless. Vous allez, de cette façon-là, valoriser davantage la création de valeur au sein de vos projets. Pour terminer sur les notions d'architecture, il ne faut pas oublier la sécurité, qui est une préoccupation première pour les DSI, pour les entreprises. On se rend compte que les technologies sont de plus en plus diversifiées. On va collecter des données de plus en plus importantes. Et dans cette situation-là, il faut au final que la sécurité réplique le modèle du cloud. Il faut que la sécurité soit scalable. Donc, bien entendu, on peut toujours réutiliser des processus existants, à savoir des tests de sécurité, des pen tests, mais le problème est que ces tests-là sont réalisés de façon ponctuelle, à un instant donné, dans une configuration particulière. Or, dans la Digital Factory, puisqu'on se projette dans de l'industrialisation, on va plutôt valoriser une évaluation qui est continue, une évaluation de la sécurité et de la conformité de toutes ces ressources à un niveau global. Donc, sur le cloud, vous disposez d'outils pour détecter et investiguer des attaques à grande échelle, et vous allez pouvoir profiter
de ses composants pour orchestrer, automatiser les actions de remédiation et ainsi faire en sorte que la Digital Factory soit pérenne d'un point de vue sécurité sur du long terme. Pour continuer sur le socle technique avec la gouvernance et l'outillage, je repasse donc la main à Fabien et Ali sur le sujet. Merci beaucoup, Laurent. Donc, comme Laurent vous l'a expliqué, au sein d'une Digital Factory, il y a énormément de choses à mettre en place. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. Et lorsqu'il faut gérer ce genre d'activité, il faut des outils, il faut des moyens pour encadrer ces projets, ces initiatives et pouvoir à tout moment en faire sens quand le besoin s'en fait sentir, mais aussi tout simplement pour rendre plus efficient la collaboration entre personnes d'une même équipe ou des équipes entre elles. Et donc, on a 3 axes. Alors, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les 3 principaux, on pense en tout cas. On a l'axe gérer ses projets, et donc rien de nouveau sur cet axe-là. Des outils de gestion de projet, il y en a énormément. On a Azure DevOps, on a Jira, on a Basecamp, il y en a un ensemble. Ce qui est important lorsque vous choisissez votre outil, c'est de bien prendre en compte la maturité de votre organisation et aussi de bien vous assurer que la façon dont vous voulez que vos équipes fonctionnent ne soit pas perturbée par la prise en main de l'outil. Voilà. Donc, pour être un peu plus précis, si vous avez un process dans vos itérations que vous jugez efficient, votre outil doit vous accompagner et ne doit jamais être un frein. Et donc, c'est ça qu'on entend par gérer ces projets. C'est vraiment de mettre en place ce dont on a besoin sans jamais être un frein à la productivité des équipes. Bien sûr, il y a une limite sur ce point, parce qu'on ne peut pas avoir chaque équipe avec ses propres outils custom et tout ce qui s'ensuit, simplement pour des raisons de coût, des raisons de licence, mais aussi pour des raisons opérationnelles de sécurité, de gestion d'accès, etc. Donc, c'est généralement au sein d'une Digital Factory, on essaye quand même d'avoir un outil qui fait le plus consensus possible. Et c'est au travers d'une gestion efficace de cet outil qu'on arrive à faire entrer les plus récalcitrants, généralement. Ensuite, on a l'aspect gérer ses développements. Alors, on pourrait penser que c'est similaire à gérer ses projets, parce que énormément d'outils de projet offrent cette fonctionnalité aujourd'hui. Ici, dans gérer ses développements, on parle vraiment on parle souvent d'infra as code, on parle de code, donc on parle vraiment de ça. On parle vraiment de les gens qui produisent, quels sont les outils qui leur sont dédiés pour faciliter la collaboration, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé il y a 6 mois, qu'est-ce qui a été livré il y a 3 jours, ce genre de choses, et surtout pour packager et livrer le 3e point, qui est les artefacts, et donc la gestion des artefacts. Donc, il faut savoir qu'au sein d'une Digital Factory, vous allez forcément avoir un ensemble d'artefacts à gérer qui, au bout d'un moment, va devenir assez conséquent, tout simplement parce que, comme l'ont rappelé Fabien et Laurent plus haut, le time to market, c'est vraiment essentiel. Et donc, qui dit time to market dit processus de livraison encadré et donc génération d'artefacts et donc gestion de ces artefacts. Donc là aussi,
pas mal d'outils sur le sujet. Ce qu'il faut prendre en compte principalement, c'est les socles technologiques que vous avez choisis par rapport à vos équipes, parce que généralement, en fonction du socle technologique, vous avez des outils de gestion de paquets de dépendances différents. En C#, vous avez Nugget. En Python, vous avez PyPy. Vous avez NPM en JS, etc. Maven, etc. Donc ça, c'est le premier critère que votre outil de gestion d'artefacts ait vraiment une intégration qui soit totalement transparente pour vos usagers, en l'occurrence ici les développeurs. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est sécurité et audit. Donc, vous devez être toujours en capacité de savoir qui a produit quoi, quand, et ça a été déployé où. Donc ça, c'est vraiment la plus-value d'avoir des outils dédiés à cette gestion d'artefacts. Et donc, une fois qu'on parle qu'on a parlé de tout ça, qu'on parle de construire des projets, des services, ben je pense que c'est une parfaite transition pour Fabien qui va nous parler de catalogue de services. Fabien ? Oui, en effet, Ali, effectivement, on l'a vu, hein, la valeur de la Digital Factory, c'est de mettre à disposition des services numériques et de favoriser leurs usages par un certain nombre d'usagers, par un certain nombre de clients, alors qui peuvent être les propres développeurs au sein de la Digital Factory, qui vont donc réutiliser des blocs logiciels et pouvoir compléter, ajouter des services en complément pour les faire évoluer, les faire enrichir, ou bien des consommateurs, des usagers externes à la Digital Factory qui vont, eux, pouvoir consommer des services, soit des développeurs qui seraient à l'extérieur de la Digital Factory, qui vont s'intéresser à un plan un petit peu plus technologique de la chose, ou peut-être des utilisateurs un petit peu plus finaux qui pourront consommer des services quasiment sur étagère et prêts à être utilisés. Donc effectivement, ce catalogue de services, c'est quelque part la garantie pour la Digital Factory d'un bon retour sur investissement, c'est-à-dire la capacité d'exposer ces services, de les communiquer, de les faire découvrir à l'extérieur, puisqu'ils peuvent être notamment réutilisés et pas uniquement livrés dans le cadre d'un projet particulier, mais de manière un petit peu plus globale. Donc, effectivement, cette approche du catalogue de services, technologiquement, ça peut reposer sur une notion de marketplace, qu'elle soit plus privée ou un petit peu plus globale ou un petit peu plus publique, mais c'est comment, en tant que Digital Factory, j'expose ces services pour qu'ils soient connus, ou voire même que les utilisateurs soient notifiés de la présence de nouveaux services prêts à être consommés ou prêts à être utilisés. Ensuite, l'idée de ce catalogue de services, c'est de savoir comment je vais pouvoir accéder à ces services et les consommer. Donc, on va parler de documentation, on va parler de la façon avec laquelle on accède à ces services au travers d'API ou au travers de l'imbrication technologique de ces services dans d'autres composants. Et puis, autour de cette documentation, autour de ces éléments, eh bien, on va trouver dans un des points importants du catalogue de services, c'est cette capacité de pouvoir savoir comment utiliser les services en termes de conditions d'accès et de paramètres un petit peu plus technologiques pour pouvoir y accéder. Donc, ce but, effectivement, ça va être de définir un certain nombre de critères technologiques notamment, ou des services qui vont aussi me garantir la vie de mes services numériques une fois qu'ils auront été mis à disposition. Donc, la première thématique dans ces caractéristiques, quand je vais décrire un service, c'est comment y accéder, comment l'utiliser, donc comment je vais l'exposer au travers d'API, comment je vais pouvoir l'intégrer dans d'autres services, parce que ces services, ils peuvent être utilisés de plusieurs façons à l'intérieur de la Digital Factory pour être réutilisés par d'autres projets ou à l'extérieur de la Digital Factory. Donc, soit en enrichissant ces services, soit en venant compléter un projet ou d'autres architectures cloud, puisque l'idée, c'est de pouvoir effectivement consolider un service applicatif, un service logiciel avec différents services, différentes briques, dont certains provenant de la Digital Factory. Deuxième thématique qui doit réellement être documentée et suivie dans la mise à disposition de ces services, c'est tout ce que l'on va trouver autour de la sécurité, que l'on parle de l'authentification des utilisateurs, des consommateurs de ce service, mais aussi l'autorisation, puisque par définition, ces services vont donner accès à de l'information, vont permettre de faire des modifications
au sein du système d'information. Donc, l'identification, l'authentification d'utilisateurs est très importante, mais également la capacité de gérer les droits d'accès à ces différents services qui, par défaut, eh bien, vont donner un service numérique à ces différents utilisateurs. Ensuite, deux autres composants qui me paraissaient importants de mettre en avant dans cette notion de catalogue de services, c'est la capacité que je vais donner à superviser ces services dans le temps, puisque une fois les avoir mis à disposition, eh bien, il va falloir s'assurer de leur disponibilité et de s'assurer que ces services sont conformes à ce qui a été designé, à ce qui a été développé pour pouvoir les embarquer. Donc, c'est bien sûr au moment du développement, garantir le bon niveau de disponibilité des services. Et puis, c'est de pouvoir fournir dans le temps les bonnes informations sur la disponibilité du service et la façon de le superviser pour que ça fonctionne, mais aussi pour aider les utilisateurs, les consommateurs, donc les développeurs notamment, à savoir si un service n'est pas disponible, pourquoi il ne l'est pas, et donc pour pouvoir plus facilement les aider à l'utiliser dans de bonnes conditions. Et puis le dernier point qui est important, c'est que on va parler de services la plupart du temps mutualisés, des services qui sont développés sur une plateforme cloud par exemple, donc qui vont avoir un coût qui peut être récurrent, qui peut être basé à l'usage, qui peut être basé à la consommation, à un volume de données. Donc autre élément important dans cette mise à disposition du catalogue de services, c'est la capacité de suivre la consommation de ce service et le coût potentiel associé pour des questions de supervision ou de refacturation ou de suivi dans le temps du coût et de l'optimisation éventuelle de ces différents services. Donc, ces différentes caractéristiques communes, eh bien, c'est ce qui, quelque part aujourd'hui, sont les principaux éléments à prendre en compte quand on regarde la mise à disposition des services et quand on crée ce catalogue de services qui va quelque part garantir le fait qu'on accède simplement de manière sécurisée et de manière plutôt efficace à ces différents services. Donc, il y a plusieurs façons technologiques pour mettre à disposition ces catalogues de services. Je vous ai parlé un petit peu précédemment de la notion de marketplace, qui effectivement qui sont des services qui sont à disposition assez nativement des développeurs, des entités telles que la Digital Factory pour pouvoir exposer ces services à l'intérieur de l'organisation ou de manière plus globale et de manière un petit peu plus large pour en favoriser la consommation. Donc voilà, élément à ne pas sous-estimer puisque structurant à la création de la Digital Factory pour quelque part une bonne vie de ces services numériques mis à disposition dans le temps. Ali, je te repasse la parole pour la conclusion. Merci à toi, Fabien. Donc, nous arrivons donc à la fin de notre webinaire. On espère que vous avez apprécié et que ça permettra de vous accompagner dans votre voyage dans ce monde intéressant de la Digital Factory. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est vraiment de poser ce que l'on trouve essentiel, bien sûr en relation avec le temps imparti. Donc on a vu les valeurs qui servent vraiment de guide et qui rationalisent le pourquoi. On a vu la notion vraiment importante de time to market qui est probablement la notion la plus importante parce qu'elle a le plus d'impact sur votre business à moyen long terme. On a vu aussi, d'un point de vue technique, vraiment les fondamentaux dont il faut avoir conscience pour monter des Digital Factory efficaces. Et enfin, on a terminé sur un peu tout ce qui est tourne un peu autour du projet des initiatives, avec cette conclusion sur le catalogue de services qui va vraiment être quelque part le miroir de ce que vous avez produit, parce que ça va être le point d'entrée de consommation de vos usagers. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire au sein de ce webinaire. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les 4 articles que nous avons produits sur le blog. Les liens sont accessibles dans le chat.
En tout cas, ils vont l'être très vite. Le replay de ce webinaire sera accessible d'ici lundi. On vous encourage à commenter, à partager, à nous faire des retours. On est très friands de ça et ça nous aide beaucoup. Et on vous remercie également de votre attention. Et est-ce qu'il y aurait des questions? Alors oui, je crois qu'il y a eu une question sur la première partie de Laurent qui concernait le réseau. Donc, tu peux peut-être effectivement, Laurent, compléter. Oui, je peux apporter des compléments d'information effectivement sur le SPOC. En fait, le SPOC va correspondre à la zone, à des zones où vous allez déployer vos ressources concernant vos projets. Et en fait, dans l'architecture Hub and Spoke, on va s'inspirer de la configuration des aéroports dans le monde. Plutôt que de relier ces différentes SPOC, ces différentes zones deux à deux, ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va avoir des hubs qui vont représenter comme des aéroports principaux, des nœuds de connexion, et ça va permettre de relier les différents SPOC de façon plus efficace. Donc, retenez qu'il y a un hub principal et ensuite tout autour, des SPOC, là où vous allez des SPOC qui vont correspondre au projet, aux différents domaines au niveau de votre Digital Factory. Merci Laurent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Ben, on vous remercie énormément pour votre attention et on espère vous revoir très vite. Au revoir tout le monde. Merci de votre écoute. Merci. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.